Bonjour, voici une révision des concepts du module 2 pour ST. Donc, premièrement, pour l'électricité statique, il est important de se souvenir qu'on a des charges négatives et des charges positives. On n'oublie pas, toute matière est neutre, on a autant de protons que d'électrons, mais par contre, on peut électriser des objets de trois façons différentes. Ça va être important de vérifier le verbe dans la question à l'examen du ministère pour savoir à quelle méthode on fait référence. Okay? Donc, le verbe est important. La première que je vais expliquer, c'est le frottement dans le milieu. Donc, on a deux objets qui sont neutres au départ, donc il n'y a pas d'objet chargé. Les deux sont neutres et on les frotte ensemble. Donc, ce qui va se passer, c'est que ça va amener un déplacement de charge. Donc, on n'oublie pas, seuls les électrons se déplacent. Les protons sont dans le noyau, donc c'est impossible pour eux de se déplacer. Pour nous aider, on aurait la liste électrostatique. Donc, on se souvient que c'est la substance qui est plus bas dans la liste qui donne les électrons à la substance qui est plus haut dans la liste. La substance plus basse, si elle donne des électrons, donc elle devient chargée positivement, et la substance plus haute deviendrait chargée négativement. Okay? Fait que là, on a deux objets de signe contraire tout le temps après un frottement. Après ça, je pourrais te demander, mais qu'est-ce qui se passe entre ces deux objets-là? Là, c'est important de se souvenir que deux charges contraires s'attirent. Et deux charges identiques se repoussent. Donc, après frottement, il y aurait attraction entre les deux objets. La deuxième méthode, c'est par conduction. Donc, ici, c'est qu'on part avec un objet chargé et un objet neutre qu'on touche. Okay? Donc, il n'y a pas de frottement. On touche l'un avec l'autre. Donc, on n'oublie pas, dans la nature, tout veut se balancer, tout veut s'équilibrer. Donc, si j'en ai un qui a trop de charge négative, celui qui est neutre va dire « Hey, donne-moi-en donc un petit peu pour essayer d'équilibrer tout ça. » Il n'ira pas tout lui donner son surplus de charge parce que là, on va créer le même débalancement. Fait que c'est pour ça, à la fin, chacun va avoir un petit surplus de charge négative. Donc, les deux sont chargés négativement. Si à la place, c'est un objet qui est chargé positivement qu'on approche d'un objet neutre, bien, celui qui est neutre va dire « Hey, il te manque des électrons, c'est pour ça que tu es chargé négativement. Fait que je vais t'en donner un petit peu d'électrons. Okay? » On n'oublie pas, c'est juste les électrons qui se déplacent. Et à la fin, les deux sont chargés positivement. Donc, ici, entre les objets, dans les deux cas, il y aurait répulsion. La troisième façon, c'est encore une fois un objet qui est chargé et un objet neutre, mais ici, on les approche l'un de l'autre. Okay? Donc, ici, ils ne se touchent pas. OK? Vous vous souvenez, notre ballon et le chandail. Donc, l'animation va repartir, ça ne sera pas long. Fait que là, présentement, tous les objets sont neutres, autant de charges positives que de charges négatives. Par frottement, donc, le ballon, le caoutchouc serait en bas dans la liste électrostatique, puis la laine serait en haut, parce que c'est le ballon qui a arraché les électrons à la laine. Puis là, ce qui est important, c'est de regarder ce qui se passe au mur. Donc, quand j'approche le ballon qui est chargé négativement, ça va faire que les charges négatives du ballon vont être repoussées. Okay? Je ne touche pas le mur, c'est juste la présence des charges de l'objet chargé négativement fait repousser les charges négatives. Fait que là, la surface de mon mur serait chargée positivement, okay? Parce que les électrons sont plus loin. Donc, ça fait que la surface du mur serait chargée positivement. Fait que ça, c'est l'induction. Okay? Après ça, donc, il faut être capable de dessiner des circuits, de comprendre est-ce que mon circuit est en série ou en parallèle. Le truc, quand on prend nos surligneurs puis on regarde, j'ai combien de trajets. Donc ici, si je fais mon trajet, il y a un seul chemin possible. Donc, quand il y a un seul chemin possible, on est en série. Si on regarde l'autre, on part toujours de la bombe positive. On n'oublie pas, c'est le courant
conventionnel qui va du plus vers le moins. Fait que je pars de ma borne positive. Oh, j'arrive ici. On appelle ça un embranchement. Hein, j'ai un choix. Je pourrais soit continuer à droite ou soit descendre. Donc, je pourrais soit faire ce trajet-là ou, si je prends une autre couleur, donc je pourrais, à la place, décider de continuer tout droit et venir dans la deuxième ampoule. OK? Donc ça, à ce moment-là, on est un circuit en parallèle quand il y a des embranchements, des choix possibles. Okay? Ce qui est important de savoir en série, plus on rajoute des ampoules, si je rajoute une autre ampoule, bien, mes ampoules allumeraient de moins en moins fortement, l'intensité lumineuse diminuerait, tandis qu'ici, si toutes mes ampoules sont identiques, bien, elles allumeraient toutes de la même façon. Okay? En série, si je dévisse une ampoule, on n'oublie pas, toutes les autres s'éteignent. Hein? Quand mon circuit est en série, donc les autres ampoules s'éteindraient, tandis qu'en parallèle, si on en dévisse une, s'il y en a une qui grille, bien, les autres peuvent continuer à allumer parce que les électrons peuvent quand même passer au travers ces ampoules-là. Okay? Tu sais, les questions, si on te demande de dessiner un circuit, par exemple, il faut que chaque ampoule ait son propre interrupteur. Bien, assure-toi, prends ton surligneur, puis regarde. Pour ça, quand on veut que chacune allume indépendamment l'une de l'autre, à ce moment-là, on est en parallèle. Mais il faut que tu t'assures de placer, là, je vais prendre un crayon noir, de placer tes interrupteurs à bonne place. Okay? Si je viens placer, par exemple, un interrupteur ici, okay? Mais là, ça fait que cet interrupteur-là, si on suit le trajet, il faudrait que j'appuie dessus pour allumer les deux, nécessairement, parce qu'il se retrouve sur le chemin de celle qui est en arrière, mais sur le chemin de la première aussi. Donc ça ne fonctionnerait pas. Okay? Ce qu'il faudrait que je fasse à ce moment-là, donc si je veux que chacune allume indépendamment l'une de l'autre, il faudrait que je place mes interrupteurs dans leurs branches respectives. OK? Donc là, je pars, j'appuie sur celui-là. Il y a juste l'ampoule qui est après qui allume. Je reviens à la source. Puis, si je prends une autre couleur de crayon, donc je fais mon autre trajet. Il faut que j'appuie sur cet interrupteur-là pour que l'autre ampoule allume. OK? Fait que prenez votre surligneur. Assurez-vous que vos circuits fonctionnent. Donc, les différents symboles, oui, tu dois les connaître. Des fois, le ministère donne une liste, des fois non. OK? Fait qu'apprends-les. Après ça, donc, toutes les caractéristiques du courant, donc tu dois connaître ça. L'intensité de courant, donc, ça représente le nombre d'électrons par seconde. On ne te demandera pas la définition. OK? Fait que c'est un petit peu la vitesse des électrons, donc le nombre d'électrons qui passent par seconde. L'intensité de courant, son symbole, on n'oublie pas, c'est la lettre I majuscule. Son unité de mesure, c'est mesuré en ampères. Puis le symbole d'ampère, c'est un A majuscule. Donc, par exemple, ici, on pourrait écrire que I est égal à 5 ampères. OK? Donc, ça, il faut que tu t'imagines les petites boules qui se promènent dans le circuit. La différence de potentiel, ça, c'est la quantité d'énergie qui est transférée entre deux points dans un circuit. Son symbole, c'est U majuscule. L'unité de mesure, c'est le volt, V majuscule. OK? Donc, par exemple, U serait égal à 10 volts. Okay? Je vais parler des instruments de mesure un petit peu plus loin. Ah non, je vais en parler ici. Donc, ce qui est important, l'instrument de mesure, donc c'est un ampère-mètre. Et l'ampère-mètre se branche en série. OK? Il faut que tu sois capable de reconnaître. Donc, il faut que les électrons puissent passer au travers. Donc, imagine-toi les électrons. Oui, mes électrons, ils passent au travers. OK? Il faut qu'ils soient placés en série. Tandis qu'ici, l'instrument de mesure, c'est le voltmètre.
Le voltmètre, lui, se branche en parallèle. Donc, en parallèle, oui, ça pourrait être aux bornes. Hein? Donc, ça ici, on le branche aux bornes. Mais si j'y en placer un ici, bien, il me donnerait la valeur, la différence de potentiel pour le résistor 2 parce que mes électrons, oui, s'en viennent ici, donc ils circulent ici, mais ça, il s'est branché en parallèle avec le résistor 2. Okay? Donc, il faut que tu sois capable de reconnaître ça. La résistance, quant à elle, c'est la capacité à s'opposer au passage du courant. Donc, dans un circuit, on peut rajouter des résistors si on veut augmenter la résistance, mais tout ce qui amène une dépense d'énergie, donc un moteur, les ampoules, les éléments chauffants, donc tout ça. Donc, si on en rajoute, bien, on augmente la résistance. Okay? Le symbole pour la résistance, c'est le R majuscule. L'unité de mesure, c'est le ohm. C'est la lettre grecque oméga, son symbole. Donc, on pourrait écrire R est égal à 100 ohms, par exemple. Les fonctions électriques, ça pourrait être une question de choix de réponse, mais on verrait peut-être ça plus dans l'animation technologique de l'objet technique. Fait que faut que tu utilises le bon vocabulaire pour expliquer. OK? Donc, la fonction alimentation, je vais t'écrire ça de 2 couleurs. Donc, une couleur, qu'est-ce qui fait cette fonction-là? Puis l'autre couleur, ça sera l'explication à donner dans un examen. Donc, la fonction d'alimentation, n'oublie pas, c'est soit la pile, batterie. Assure-toi d'utiliser le bon terme selon le plan que tu as pour l'animation. Donc, pourquoi c'est eux qui ont la fonction alimentation? C'est parce que la fonction d'alimentation, c'est tout ce qui génère un courant électrique. Ensuite, la fonction commande, dans le fond, ce sont tes interrupteurs, que ce soit un interrupteur à bouton poussoir, à bascule ou magnétique. Donc, les interrupteurs, puis là, ça, c'est super important. Hein? Si tu as ça dans les questions où tu dois expliquer le fonctionnement de l'animation, qu'est-ce qui est important? Il faut que je vois que ça ouvre ou ferme le circuit. Okay? Donc, quand on appuie sur l'interrupteur, ça ferme le circuit, puis le moteur se met en marche ou le courant circule, puis ça fait allumer le voyant lumineux ou tout dépendant de ce qui sert de transformation d'énergie, là, ouvre ou ferme le circuit. Tu dois utiliser ces mots-là pour avoir tous les points. Fonction conduction, ce sont les fils. Donc, fonction conduction, c'est parce que ça transmet le courant. Donc, transmet le courant électrique. Fonction isolation, je te rappelle, hein, ça ne sera pas écrit comme tel, ça ne sera pas une partie des plans, mais tu as le droit de me nommer ça. Okay? Puis assure-toi, nomme-moi ça, comme ça, tu n'utiliseras pas une pièce qui n'est pas dans le circuit électrique. Donc, c'est la gaine sur les fils. Okay? Fait qu'il y aura toujours des fils qui vont toujours nécessairement avoir une gaine, parce que la fonction donc d'isolation, c'est d'empêcher le courant de passer. Okay? Donc, empêche le courant de passer, le courant électrique de passer. Donc, pour empêcher les chocs, entre autres. Fonction de protection, on ne verra pas ça comme tel dans l'animation parce que, bon, en tout cas, je n'en ai jamais vu, là. Fusible ou disjoncteur. Mais tu pourras avoir ça dans les choix de réponse, par exemple. Donc, fusible ou disjoncteur. Et son rôle, c'est d'interrompre la circulation du courant en cas de situation anormale.
Donc, quand il y a une surchauffe, quand il y a risque d'incendie en cas de situation anormale. Et finalement, transformation d'énergie, là, assurez-vous, c'est tout ce qui transforme l'énergie électrique en autre forme d'énergie. Donc là, ça serait soit, mais assurez-vous que c'est dans l'animation, soit le moteur, soit une ampoule ou un voyant lumineux, hein, c'est la même chose, soit un élément chauffant dans un grille-pain, par exemple, pour sécher tes cheveux. Donc, on a l'élément chauffant puis on a le moteur, on en a deux. OK? Fait que ça, c'est tout ce qui transforme l'énergie électrique en autre chose. Donc, l'électricité, elle sert à quoi dans ton circuit? Transforme l'énergie électrique en autre énergie. Donc, le moteur va transformer ça en énergie mécanique ou cinétique. L'ampoule en énergie lumineuse. Puis l'élément chauffant en énergie thermique. OK? Utilise le bon vocabulaire, sinon c'est zéro. Tu sais, si tu ne me parles pas que l'interrupteur ferme le circuit ou laisse passer le courant, je ne pourrais pas te donner ton point. Okay. Après ça, la loi d'Ohm, donc qui met U, R et I en relation. N'oublie pas, tu vas avoir les formules, fait que sers-toi-en. Tu sais, si tu es bloqué, tu ne sais pas, voyons, qu'est-ce que je fais? Identifie ce que tu as dans ta formule, dans ton problème, puis après ça, regarde qu'est-ce que tu peux faire. Okay? C'est super important, les unités de mesure. U, il faut absolument que ça soit en volts, la résistance, c'est des ohms, puis I, il faut que ça soit en ampères. Fait que si c'est dans d'autres unités, ça se peut que tu aies à faire des transformations d'énergie, il faut que tu y penses. Okay? Donc, U, c'est volts, R, c'est ohms, I, c'est ampères. Fait que là, si je regarde, on me demande c'est quoi la résistance quand je sais que U, c'est 6 volts. Fait que si tu ne sais pas que volt, c'est U, ben, tu ne feras peut-être pas le bon calcul. Puis après ça, j'ai I qui est 250 milliampères. Okay? Milliampères, c'est dans les notes de cours. Il faut que tu sois capable de faire ta transformation. Donc là, oups, je n'ai pas des ampères. Fait que oui, il faut que je fasse un petit produit croisé. Donc, 250 milliampères va être égal à combien d'ampères? En sachant qu'il y a 1000 milliampères dans 1 ampère. Fait que tu fais ton petit produit croisé. Fait que ça nous donne 0,250 ampères. Puis là, tu peux utiliser la formule. Donc, U est égal à R fois I. C'est pas nécessaire que tu isoles, mais si tu isoles, donc R serait égal à U divisé par I. Fait qu'on aurait donc 6 volts divisé par 0,250 ampères. Fait que ça nous donnerait 24 ohms. Ça se peut qu'on te présente le problème d'une façon différente, donc on te donne un graphique à la place. Okay? Fait que là, ce qui est super important, c'est regarde les axes, OK? Identifie tes axes pour avoir les bonnes informations. Encore une fois, là, je n'ai pas le problème, mais mettons, je te demande quelle est la résistance. OK? Je n'ai pas écrit la question, là. Donc, on sait que R serait égal à U sur I. Hey, mais U, c'est ce que j'ai sur l'axe ici. Fait que prends-toi n'importe quel point. OK? Donc, on pourrait prendre le point 0,1, 1,5 ou le point 0,23, mais assure-toi de prendre les bonnes valeurs. OK? Fait que U, c'est la valeur qui est sur mon axe des Y, puis I, c'est la valeur qui est sur mon axe des X. OK? Fait que là, mettons, je prends 1,5 volts divisé par 0,1 ampère. Là, je n'ai pas de transformation à faire. Puis, ça me donnerait donc 15 ohms. Si j'avais fait avec l'autre point, nécessairement, ça va me donner la même valeur parce que c'est une fonction linéaire. Hein? Donc, ça me donne 15 ohms aussi. Okay? Donc, ça passe par le point 0,0. Donc, c'est directement proportionnel. Après ça, la puissance. Donc, il faut que tu associes, il faut que tu sois capable d'associer la lettre avec son unité de mesure. Je vous avais fait faire un tableau là, au verso de la page couverture arrière. Là. Fait que ça, il faut que tu l'apprennes. Okay? Oui, ça va être écrit que P, c'est la puissance, mais ça ne sera pas écrit que c'est en watts à l'examen. Fait que la puissance, c'est des watts. U, la tension, la différence de potentiel, on prend les synonymes, c'est en volts, puis l'intensité, c'est toujours en ampères. Okay? Fait que là, un fer à repasser consomme une puissance de 1200 watts.
J'ai l'intensité de courant qui est de 10 ampères. Puis là, on me demande la résistance. Okay? Ma résistance qui est en ohms. Là, tu dis, oh, mais ma formule, j'ai P est égal à U fois I. Okay? Fait que là, je n'ai pas de la résistance dans cette formule-là. Là, tu dis, voyons, je ne sais pas quoi faire. Mais là, prends le temps, va regarder tes formules. Puis là, tu vas voir que tu as une formule qui a U, R et I. Okay? Fait que là, ici, j'ai P et I. Ah, bien, je pourrais peut-être venir calculer U. Puis là, dans cette formule-là, je vais avoir U et I. Il va me rester à calculer R. Fait que ça se peut qu'il y ait des problèmes que tu aies à les faire en 2 étapes. Okay? Fait que ma première étape, je vais calculer U va être égal à P sur I. Donc, 1200 watts divisé en 10 ampères qui va me donner 120 volts. Puis après ça, donc R va être égal à U sur I. Donc, U, je viens de calculer 120 volts divisé par 10 ampères. Fait que ça me donnerait donc 1,2. Pour 1,2, excusez. Donc, me donnerait 12 ohms. OK? Fait que prends le temps, écris ce que tu sais, va chercher les formules qui pourraient t'aider, puis regarde qu'est-ce que tu peux faire avec ça. L'énergie électrique, là, c'est super important d'écrire tes unités de mesure parce que ça se peut que tu aies des transformations à faire. Donc, il y a 3 unités de mesure que le ministère pourrait te demander. Donc, le joule. Hein, là, tu vois, tu as les différentes couleurs. Le joule, c'est des watts. Il faut que ta puissance soit en watts puis ton temps soit en secondes. Des joules, c'est des watts secondes. Donc, des watts multipliés par des secondes. Si on veut ça en watts-heure, mais il faut que ta puissance... tu as des watts multipliés par des heures. Puis si je te demande des kilowattheures, il faut que tu multiplies des kilowatts fois des heures. OK? Donc, tu sais, ce que tu fais à tes valeurs, tu le fais aussi à tes unités. Donc, des kilowatts fois des heures me donne des kilowattheures. Fait qu'assure-toi d'écrire tes unités dans ton calcul. Donc, vous faites fonctionner un four de 2500 watts pendant 36 minutes, la quantité d'énergie en joules. Hey, écris-toi, joules, c'est des watts secondes. Fait qu'il faut que mon temps soit en secondes. Fait que là, j'ai la puissance qui est 2500 watts. Mon temps, c'est 36 minutes. Si tu ne te rappelles pas, il faut que je divise ou je multiplie par 60. Prends le temps. 36 minutes est égal à combien de secondes? En sachant que dans 1 minute, il y a 60 secondes. Okay? Tu as le droit de le faire, le produit croisé à côté pour t'assurer. Fait qu'il faut que je multiplie. Donc, ça me donne 2160 secondes. Okay? Donc, ça, c'est 2160 secondes. Donc, E va être égal à P delta petit t. Donc, 2500 watts multiplié par 2160 secondes. Hey, j'ai des watts, j'ai des secondes. Encore une fois, tu peux les surligner. J'ai-tu les bonnes unités? Je suis capable de faire mon calcul comme il faut. Fait que là, tu le sais, watts secondes, c'est des joules. Fait que 5 400 000 joules. Après ça, micro-ondes, 1100 watts, utilisé durant 3 minutes. La quantité d'énergie électrique en kilowattheure. Okay? Donc, P va être égal à 1100 watts. Mais là, moi, je vais avoir des kilowatts. Donc, 1100 watts est égal à combien de kilowatts? En sachant qu'il y a 1000 watts dans 1 kilowatt. Je te rappelle, les transformations, les conversions, les facteurs de conversion ne sont pas donnés à l'examen. Il faut que tu les connaisses. Okay? Donc, ça me donne 1,1 kilowatt. Donc, 1,1 kilowatt. Mon temps, c'est 3 minutes. Mais là, je le veux en heures. 3 minutes est égal à combien d'heures? En sachant que dans 1 heure, il y a 60 minutes. Donc là, il faut que je divise par 60. Donc, ça me donne 0,05 heures. Donc, E va être égal à P delta petit t. Donc, 1,1 kilowatt multiplié par 0,05 heures, qui me donnerait 0,055 kWh.
Okay? Tu aurais pu multiplier par 1000 à la toute fin, mais assure-toi, tu sais, hey, si tu multiplies des watts fois des heures, ça te donne des wattheures, ça ne te donne pas des kilowattheures. Écris tes unités pour t'assurer, est-ce que j'ai des kilowatts fois des heures? Si ce n'est pas ça, fais ta conversion après. Tout comme pour la matière, donc il y a conservation de l'énergie. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est vrai pour la matière, mais c'est vrai pour l'énergie également. Okay? Donc, ce qui est important de comprendre, c'est les différents types d'énergie impliqués dans un appareil. Donc, l'énergie consommée, c'est l'énergie totale qui permet de faire fonctionner l'appareil. L'énergie utile, c'est l'énergie nécessaire pour faire le travail pour lequel l'appareil a été conçu. Et l'énergie dissipée, c'est l'énergie produite par l'appareil qui ne sert pas à effectuer son travail. Donc, l'énergie consommée, ça pourrait être, par exemple, de l'énergie électrique. Dans ton grille-pain, on le branche. Ça peut être de l'énergie chimique, en l'essence dans une voiture, une pile dans une lampe de poche. L'énergie utile, c'est ça pourquoi il a été construit. Donc, un grille-pain, c'est de l'énergie thermique, il sert à faire chauffer ton pain. La lampe de poche, c'est de l'énergie lumineuse. La voiture, c'est de l'énergie cinétique. L'énergie dissipée, donc, c'est souvent de l'énergie thermique. Il va y avoir des pertes sous forme de chaleur. Okay? Fait que pour qu'il y ait conservation de l'énergie, la petite formule-là est importante. Donc, l'énergie consommée va être égale à l'énergie utile plus l'énergie dissipée. Okay? Il n'y a rien de plus, il n'y a rien de moins. Les deux côtés, ça doit être égal. La formule pour calculer le rendement énergétique, donc, est donnée à l'examen. Après ça, il suffit juste de comprendre le petit problème puis voir les types d'énergie qui sont impliqués. Okay? Donc, si on lit le problème, une ampoule incandescente transforme son énergie électrique en chaleur et lumière. Donc, dans le fond, ici, l'énergie consommée, c'est l'énergie électrique. La chaleur, c'est l'énergie dissipée. Et l'énergie lumineuse, c'est pourquoi ça a été fait, donc, c'est l'énergie utile. S'il y a production de 180 joules de lumière, donc ça, c'est mon énergie utile qui est égale à 180 joules de lumière, et 3420 joules de chaleur, donc ça, c'est mon énergie dissipée. Quel est le rendement énergétique? Donc, si je veux avoir le rendement, on sait que c'est l'énergie utile sur l'énergie consommée fois 100. Mais là, on se rend compte qu'on n'a pas l'énergie consommée, on a juste utile et dissipée. Donc là, je n'ai pas le choix, il faut que je vienne calculer mon énergie consommée qui est égale à l'énergie utile plus l'énergie dissipée. Donc 180 joules plus 3420 joules qui vont me donner 3600 joules. Fait que mon énergie totale, l'énergie qui est rentrée dans l'appareil est de 3600 joules. Là, je peux venir calculer mon rendement. Donc, sur les 3600 joules, il y en a juste 180 joules qui ont servi à faire de la lumière. Et donc, mon rendement est très faible. Mon rendement est seulement de 5 %. Tout le restant, ça a été des pertes. Donc, on perd ça sous forme de chaleur. Il nous reste le champ magnétique. Donc, c'est super important de se souvenir que si on te dessine une boussole, la pointe colorée de la boussole, c'est le nord. OK? Donc, ça sera toujours ça. La pointe, elle va être colorée noire. La pointe noire indique le nord. OK? Le champ magnétique, ça sort du nord, puis ça entre dans le sud. OK? Il faut que tu le saches, ça. Là, le ministère, il pourrait te placer une boussole n'importe où, puis toi, il faut que tu sois capable de l'orienter. OK? Bien, dans le fond, tu regardes les lignes de champ, bien, ma boussole, ça serait la pointe colorée, elle s'en va là. OK? Elle s'en va toujours, c'est un nord, fait que le nord s'en va toujours vers un sud. OK? Fait que peu importe où tu places ta boussole, elle va s'orienter selon les lignes du champ magnétique. Okay? Le champ magnétique, c'est la région dans laquelle l'aimant exerce sa force magnétique. Okay? Puis là, après ça, ce qui est important de se souvenir, donc, c'est comme pour les charges, deux pôles identiques se repoussent, puis deux pôles contraires s'attirent. Il faut que tu sois capable de te souvenir de ça. Okay? Si on avait deux suds, bien, on aurait eu
le même champ magnétique, mais les flèches auraient été dans l'autre sens. Okay? Même chose ici, si on inverse, on avait le pôle nord ici, le pôle sud là, on aurait la même forme, mais les flèches dans l'autre sens, ça sort du nord, ça s'en va dans le sud. Après ça, il faut que tu sois capable de faire des petits problèmes avec le champ magnétique d'un fil droit. Okay? Ici, ce qui est important, c'est que ton pouce, il suit le fil, puis il s'en va vers le moins. Hein? C'est le courant conventionnel. Le courant conventionnel, c'est du plus vers le moins. Fait que ton pouce, il s'en va vers le moins et tes doigts indiquent le nord. Donc, le sens du champ magnétique. Okay. Le genre de problème que tu pourrais avoir, ça, j'ai pris ça sur Alloprof. Fait que tu vois, il faut que tu sois capable de voir, hey, ma borne positive, c'est le... On n'oublie pas, hein, dans une pile, ça ne sera peut-être pas toujours indiqué, mais la grande barre, c'est la borne positive, la petite barre, c'est la barre négative. OK? Il faut que tu te souviennes de ça. Fait que là, si ça, c'est mon plus est en haut, le moins est en bas. Fait que là, tu placerais tes doigts. Tu as le droit de prendre ton crayon. Fait que tu placerais tes doigts, ton pouce s'en va par en bas. Puis là, il faut que tu regardes, hey, est-ce que mes doigts tournent dans le sens du courant dans le sens horaire ou dans le sens anti-horaire. Là, je sais que l'image est très petite, mais c'est la pointe rouge qui est la pointe nord. OK? C'est pas la pointe bleue. Donc, la pointe rouge, c'est le nord là, de la boussole. OK? Fait que là, il faut que tu regardes laquelle donne la bonne orientation, puis ça serait donc celle-ci. OK? Donc, je tourne dans le sens horaire alentour du fil. OK? Puis après ça, donc ça, ce sont les facteurs qui peuvent modifier le champ magnétique. Dans le fond, ce sont aussi les facteurs qui augmentent l'intensité du courant. OK? Il faut que tu connaisses ça, les facteurs qui peuvent faire en sorte que le courant va qu'on va augmenter l'intensité du courant. Donc, si je mets un meilleur conducteur, par exemple le cuivre, hein, on se rappelle, le cuivre, c'est un bon conducteur, tandis que le nichrome, lui, c'est un mauvais conducteur. Donc, ça, c'est un mauvais conducteur. Hein, on s'en sert dans les éléments chauffants. Après ça, si j'augmente le diamètre, hein, plus le diamètre du fil est gros, plus il y a d'électrons qui peuvent passer. Si je diminue la longueur, donc on diminue la résistance. Si on diminue la température, donc tout ça fait en sorte que l'intensité du courant serait plus élevée. Fait que si j'augmente l'intensité du courant d'un fil, bien, le champ magnétique serait plus élevé dans mon fil. Okay? Fait que voilà, vous avez ce que vous avez besoin d'étudier pour le module.